Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 18, Tirer la couverture au livre. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. L'imaginaire, quand on regarde un rayon de librairie aujourd'hui, l'imaginaire est clairement caractérisé par ses couvertures, ses illustrations colorées en première de couverture, ce qui le met quand même relativement à part du reste de la littérature, en tout cas dans le rayon des librairies françaises. Donc on va parler des couvertures, de peut-être un peu leur histoire, pourquoi on a des couvertures dans nos genres, et surtout, comment est-ce que ça se construit finalement ? Comment est-ce que on en arrive à cette situation ? Quel est le travail avec l'auteur, s'il y a un travail avec l'auteur ? Alors on pourrait déjà peut-être remarquer que le fait que seule littérature de genre ait des couvertures illustrées, c'est une spécificité relativement française, quand même. Si on va dans une librairie américaine, par exemple, dans le monde anglo-américain, c'est beaucoup moins le cas. La littérature générale, la littérature dite blanche, d'ailleurs pourquoi on l'appelle littérature blanche ? C'est avec la fameuse collection blanche de Gallimard, la fameuse collection NRF, et c'est finalement une spécificité relativement française, qui identifie le genre, les littératures de l'imaginaire comme étant à part. Aux États-Unis, c'est pas tellement le cas, dans d'autres pays, c'est pas tellement le cas, où il y a des couvertures beaucoup plus illustrées, dans les autres rayons. Mais est-ce que ça a toujours été le cas aussi en France, d'avoir toujours des couvertures illustrées dans nos genres ? Alors, je pense que les illustrations de couverture existent depuis qu'il y a des couvertures. Même si c'était des petits cartouches, des choses comme ça, on en trouve depuis le XVIe siècle. Moi, ce dont je peux parler, c'est la science-fiction, en fait. C'est un genre de l'imaginaire, et dans l'imaginaire, il y a image, et il y a toujours eu un rapport très intime entre la science-fiction et les arts visuels, en fait. On pense à Hetzel, à Robida, dès l'origine du genre. Avec des artistes, c'est ça aussi qui est une des caractéristiques en SF, où on a des illustrateurs aussi connus que des écrivains. Avec Chris Foss ou Virgin Finlay, ils sont aussi connus que des auteurs comme Robert Heinlein ou Roland Aldis. En France, c'est Casa, Druyès, Siodmak, Manchu. C'est des superstars qui font partie de l'histoire de la SF autant qu'un écrivain. En plus, on a le cas de couple, auteur-illustrateur, par exemple Heyerdahl et Francescano ou Roland C. Wagner et Casa. Donc la science-fiction, elle est intimement liée avec l'image. Autant que la fantasy, peut-être moins le fantastique. Je ne sais pas si c'est aussi lié, mais en tout cas en SF, clairement. En fantasy aussi, l'exemple que tout le monde connaît évidemment, c'est Tolkien avec Alan Lee et John Howe, quoi, qui ont même défini une énorme partie de l'imaginaire du genre. Et puis avant ça, les illustrateurs des fables et des contes, je pense à des gens comme Gustave Doré, etc., qui ont imposé toute une esthétique, enfin imposé au bon sens du terme, qui ont défini toute une esthétique pour le conte, la fable, et évidemment plus tard l'illustration de fantasy découle directement de ça. Et alors comment ça se passe Très important. et aussi, à quoi ça sert ? Oui, alors à quoi ça sert déjà ? Alors, en fait, c'est un rôle éditorial. La couverture, c'est pour ça que c'est devenu très codifié, que ça a tendance à se codifier d'une manière générale. C'est pour ça qu'il y a des modes, mais les modes passent, ça veut dire que ça c'est codifié. Ça fait partie de l'identité du livre déjà. Une couverture, ça se reconnaît, c'est pour ça qu'il y a des collectionneurs. Ça se reconnaîtrait pas, il y aurait pas de collectionneurs. Ils veulent les bouquins avec telle couverture et pas une autre. C'est le premier rapport visuel entre le lecteur et le livre. Donc une bonne couverture, avec une bonne illustration, ça doit frapper l'œil en 1/10 de seconde. C'est ça le principe. Ce qui veut dire qu'il faut déjà qu'elle soit jolie, qu'elle soit en tout cas pas repoussante, ou en tout cas suffisamment repoussante pour attirer l'œil, on va dire. Et se singulariser à l'intérieur de genres parfois très codifiés. C'est ça, des fois, le paradoxe. Et il faut que ça raconte une histoire. Voilà. Je crois que c'est les 3 trucs fondamentaux d'une couverture réussie. Ce qui ne garantit pas le succès. En revanche, ça peut garantir l'échec si c'est pas réuni. Voilà. Complètement. Oui. J'ai tendance à dire que la couverture, c'est par exemple si on entre dans une librairie, on se retrouve face à un rayon, ou dans un salon du livre ou autre, on se retrouve face à un rayon entier de livres qu'on ne connaît absolument pas. Qu'est-ce qui fait que cette couverture-là va attirer l'œil au milieu de toutes les autres En quoi elle va se singulariser. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle raconte déjà ? On a beaucoup parlé de promesses narratives, notamment récemment un épisode autour des titres. Et je trouve que la couverture a cette même fonction de commencer à promettre quelque chose. Et après, il y a une chose qui me frappe, c'est quand on parle souvent avec des lecteurs notamment, qui sont souvent intrigués quand il n'y a pas de rapport direct entre la couverture et le contenu du livre.
C'est-à-dire que la scène représentée sur la couverture ne figure pas nécessairement à l'intérieur du livre. Et je suis toujours étonnée que ça surprenne à ce point. Comment dire, il y a un aspect illustratif, mais quand on dit ça représente le livre, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est au détail près la représentation d'une scène. Alors j'ai un cas comme ça avec une de mes couvertures. C'est la version poche de Serpentine qui a été dessinée par Bastien Lecouve de Harme. C'est une couverture que je trouve absolument magnifique. Elle représente une femme qu'on voit de dos avec un tatouage dans le dos. Si vous regardez attentivement, ce personnage ne figure pas dans le livre. Et pourtant, je considère que l'ambiance du livre est capturée parfaitement par cette image. C'est ce qui peut paraître paradoxal, mais je trouve qu'elle est très parlante en fait. Alors, je suis exactement comme toi. Moi, mon point de vue, c'est exactement ça. C'est priorité d'abord à l'esthétique et au respect de l'artiste. Et ce respect-là, et à l'inverse, je ne suis pas attaché au respect de la lettre, mais par contre à l'esprit, oui. Il ne faut pas que la couverture trahisse l'esprit du livre, en fait. Moi, en plus, j'ai été chanceux, j'ai été illustré par Bilal, par Casa, par Graffet, par Manchu en SF. Et même si, par exemple, les couvertures de Manchu ne sont pas exactes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas retraduire exactement une scène ou quelque chose, il réussit à capter l'esprit de mes romans, et c'est ça qui importe le plus, en fait. Je suis entièrement d'accord. C'est le rôle vraiment de magnifier la promesse du livre. J'ai un peu le même genre d'expérience que vous, où, par exemple, dans les Dieux sauvages, on a Marianne, qui est le personnage principal en couverture, et elle est juste splendide, et elle est très belle sur les couvertures, alors que dans ma tête, elle est pas aussi jolie que ça, en fait. Mais l'ambiance et ce qu'elle dégage, comme, Alain Brion a fait un travail incroyable pour dégager, elle a vraiment un charisme incroyable, et finalement, même si dans ma tête, elle est pas aussi jolie que ça, le bouquin, l'ambiance et le charisme qu'elle dégage, c'est exactement elle. Ce qui est assez fort d'ailleurs, et ce qui est à louer le talent d'illustrateur, d'être capable parfois de rentrer dans nos esprits et en sortir des images dont on savait pas qu'elles étaient là quelque part, mais eux le savent, comme quoi c'est un sacré métier. Alors, comment ça se passe ? Ah oui, parce que c'est un process. Cette question. Ça fait partie de la fabrication du livre, en fait. Le choix de l'illustration et le décider qu'il faille une illustration sur la couverture et pas autre chose. Là, en fait, c'est l'éditeur. Alors, voilà, pour que ce soit clair, c'est l'éditeur qui choisit l'artiste et fournit le cadre et les éléments de travail. Donc, c'est le travail de l'éditeur. On peut mentionner que dans le contrat standard d'édition, ça fait partie des obligations et des rôles de l'éditeur, qui il choisit le grammage, le prix, etc., et les éléments de commercialisation, d'où la couverture. Donc c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a, et puis c'est lui qui commande l'illustration et qui détermine la mise en œuvre. C'est l'affaire de l'éditeur normalement. Mais en réalité, évidemment, c'est pas toujours le cas, puisque je pense que c'est le cas pour nous trois. On est dans la boucle. Oui. Voilà, c'est parce que l'édition, c'est une affaire d'êtres humains. Et donc, l'éditeur choisit souvent de mettre l'auteur dans la boucle pour que tout le monde soit content, j'allais dire. Oui. Et le point de vue de l'auteur, des fois, n'est pas à négliger, ce qui n'empêche pas qu'il soit des fois à l'origine d'accidents industriels. Parce que tous les auteurs n'ont pas un œil, n'ont pas l'œil, ou alors ils ont une idée très précise qui est pas du tout commerciale, qui va un peu à l'encontre de toutes les règles connues sur le sujet. Où il veut que ce soit absolument, que ça illustre absolument de façon fidèle une scène, alors que c'est au détriment de la composition, et donc ça va faire un truc très moche parce qu'il veut 20 éléments sur la couverture, et qu'une bonne couverture ne doit pas en avoir plus d'un au premier plan, et puis le reste au deuxième plan, mais plutôt un ou deux, quoi, c'est tout. Voilà, c'est un équilibre complexe. Le bon éditeur, c'est celui qui sait faire la part de tout ça, quoi. Tout à fait. Et moi, je fais partie, en tout cas, des auteurs dont je considère que j'ai absolument pas un œil graphique. Et illustrateur, c'est un métier. Donc, je suis absolument ravi de laisser, quand mon éditeur me propose illustrateur, toujours des gens formidables, et je suis ravi. Et moi, je suis vraiment partie prenante de laisser entièrement la main. Donc, alors, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais par exemple, en étant dans la boucle, ce qui m'arrive assez fréquemment, c'est par exemple, notamment sur les Dieux sauvages, de fournir un petit dossier, en fait, d'inspiration personnelle, graphique, de passages, de descriptions, de lieux, même de plans, pour certains endroits, s'il s'agit éventuellement de représenter un lieu emblématique. Je fournis tout ça à mon éditeur. En général, c'est beaucoup trop long, ça fait à peu près 30 ou 40 pages. Mon éditeur le sait, il pioche là-dedans, et il filtre ce qui lui paraît pertinent, parce que lui sait travailler avec des illustrateurs, moi pas. Donc je préfère mettre un gros paquet, et puis après mon éditeur filtre et transmet ce qui est pertinent aux illustrateurs. C'est drôle, j'ai eu à faire ça de temps en temps comme traductrice. On m'a déjà demandé d'isoler des descriptions ou des scènes. Il y a déjà des livres que j'ai traduits où la couverture est une scène que j'ai choisie moi-même en fait. Mais pas tellement pour mes propres livres.
Ce qui se passe plus souvent, c'est qu'on me suggère déjà un illustrateur. On me dit, tiens, on a pensé peut-être que ce serait bien avec un tel, est-ce que ça te convient? Et parfois, je vais voir ensuite une première ébauche ou plusieurs. Je vais être consultée à différents stades. Et ensuite, on me montre le résultat avant de le valider. Et c'est arrivé aussi que je sois en contact avec l'illustrateur qui me pose des questions pour essayer de cerner ce que je voulais, etc. J'ai un cas un petit peu extrême où j'ai pas fourni ces éléments-là, mais il manquait un élément sur la couverture. L'illustrateur m'en a parlé et c'est moi qui ai trouvé. Sur la couverture poche du Jardin des Silences, le petit corbeau, en fait, il manquait quelque chose et on m'a demandé qu'est-ce que tu verrais à cet endroit. J'ai dit, bon, c'est un fantôme ou un corbeau. Et il a gardé le corbeau. J'allais juste ajouter une chose, c'est que souvent, quand on travaille dans la même collection, un éditeur va avoir tendance à garder le même illustrateur. Personnellement, tous mes livres en poche ont tous le même illustrateur, par exemple. Chez Folio, j'ai 4 couvertures du même illustrateur. Qui est Bastien Lecouve de Harme, dont je parlais tout à l'heure. Alors moi j'adore ça. J'avais pas de poster de Patrick Bruel dans ma chambre, mais j'avais des posters de science-fiction. Et donc très rapidement, dès l'origine en fait, je me suis mis dans la boucle en fait, avec Mandy qui était mon tout premier illustrateur d'ailleurs. Je lui ai acheté son tableau avec mon premier avaloir. Après ça a été Jean-Jacques Chaubin et puis Manchu pour les illustrateurs réguliers. Donc moi ce que je fais, c'est je fournis 3 ou 4 suggestions qui sont des briefs, c'est-à-dire des suggestions qui font un paragraphe à peu près, où je décris la scène vraiment en 5 ou 6 lignes, qui sont suivies d'un échange avec l'illustrateur et l'éditeur. Hein. Donc c'est par mail. L'illustrateur exécute un ou plusieurs crayonnés, on appelle des refs, et l'éditeur fait son choix. Et en général, c'est OK, ou l'éditeur me demande même des fois. Donc il y a des retouches éventuelles, et puis il y a la validation par l'éditeur. Et je suis souvent présent à toutes les étapes, en fait. Et je dois dire que le ping-pong avec l'illustrateur, c'est un des moments les plus agréables pour moi de l'aventure éditoriale, qui est un livre, en fait. Parce que y a une certaine complicité qui s'établit avec l'illustrateur. Bon, en général, je suis fan de ces illustrateurs-là aussi. Je suis un gros fan de Manchu. Alors, l'idée qu'il illustre un de mes bouquins, moi, déjà, c'est un reward pour moi, quoi. Et puis, on participe à la précipitation d'images littéraires en quelque chose de tangible. Et ça, c'est quelque chose il y a un certain plaisir, en fait, à ça. Mais il y a une sorte de paradoxe, hein, c'est assez marrant. C'est-à-dire que le lecteur, quand il achète un bouquin, il passe de l'image, s'il y en a une, au texte à l'intérieur. Et il va se faire son idée, mais avec déjà quelque chose qui lui est proposé déjà. Et dans le process qui est la création d'une illustration, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on passe du texte à l'image. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir comme ça une image qui a été créée d'un texte, mais qui va influencer le lecteur pour la lecture du texte. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas la louper, parce que voilà, ça peut aussi faire si on y prend garde, des contresens. Et on oubliait tout à l'heure, on parlait de l'aspect commercial. En fait, il y a une contrainte aussi qu'on n'a pas forcément citée, qui est que chaque collection dans laquelle on publie a une charte graphique spécifique. Je sais pas, je prends des exemples un peu extrêmes, mais si certaines collections vont avoir des vaisseaux de Manchu, par exemple, en couverture, et des collections plus de romances vont avoir des images plus à l'Arlequin. Enfin, on n'est pas dans les mêmes codes, pas dans les mêmes attentes. Et en plus, on doit intégrer tout ce qui est titre, tout ce qui est... Parfois, il va y avoir un bandeau avec une couleur particulière. Enfin, on a des contraintes qui se rajoutent autour de l'image. Oui, un truc tout simple, c'est qu'il faut tout simplement la place pour mettre le titre aussi, qui est dans l'usage, mais qui est une véritable raison matérielle, qui est que le titre est en haut du livre. Là, dans la plupart des cas, parce que c'est la manière dont on prend les livres et c'est la manière dont on les regarde en rayon. Donc c'est toute une contrainte pour l'illustrateur d'arriver à aménager la place pour ça. Et parfois on a une charte qui est vraiment très très spécifique, et je pensais par exemple à la collection de novellas du Bélial, Une heure lumière, qui a, je crois que c'est Aurélien Polis qui fait toutes les couvertures, et elles ont toutes, sont toutes des variations sur un même motif, et du coup les contraintes sont extrêmement fortes et ça crée vraiment une unité de collection. Dans l'aspect graphique, c'est important à signaler aussi le fait que tous les livres d'une collection ou d'un éditeur puissent avoir une unité, parce que voilà, les lecteurs s'intéressent de plus en plus, je pense, avec l'information des réseaux, etc., aux éditeurs et à ce que fait une maison et sa ligne éditoriale est d'autant plus, je pense, de plus en plus claire pour les lecteurs. Donc l'effet collection est important là aussi, clairement, et la charte graphique et l'illustration jouent aussi. Et pour terminer, une petite citation. Alors, une citation qui est attribuée à Victor Hugo, qui nous dit « Pour qu'un livre se vende bien, il faut qu'il y ait une belle fille sur la couverture, et il se vendra d'autant mieux qu'il y aura moins de couverture sur la belle fille. » C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.